Voilà. Salut, bonjour. Je suis désolé, j'avais oublié l'heure. Bonjour. C'est pas malin. Voilà, il y a déjà du monde qui est arrivé. Donc, je vais activer le partage d'écran pour le docteur Cassuto. Je vais vérifier que tout le monde peut. On ne vous entend pas. Le Bonjour. docteur, oui. Mettez votre. Voilà. Bonjour. C'est compliqué pour moi d'imaginer qu'il y a du monde derrière et que. Mais bon. Alors, il y a plus de 320 inscrits, mais pour l'instant, il y a 19 personnes. Ça va venir. Non, mais. C'est 7h30. Hein. Oui, je sais, mais c'est énorme, je trouve, 320 inscrits. Oui, après. Bon, j'espère Après, que il y en je aura. suis trop ennuyante parce que j'ai peur d'être ennuyante en fait. Mais non. Voilà, alors discuter, je mets le chat. Je vérifie que sur le chat, les panélistes peuvent discuter avec tout le monde. Je partage l'écran, vous voulez essayer qu'on essaye? Oui, allez-y. Les spectateurs discuter avec tout le monde. Parce qu'une fois, j'ai oublié de partager. Voilà. Le like, un piège, valorisation utopique. Là, vous êtes au début. votre écran. Et je crois qu'il faut que je me mette en mode Voilà. écran. Voilà. C'est bien. Alors, comme ça? Voilà, là, on voit votre. Voilà, là, c'est bien. Oui. Voilà, là, vous êtes prête. Bon, là, j'ai mis en scène un peu des dessins du bouquin. Et tout, mais j'ai vu votre petit mot là que vous avez envoyé aux gens, c'est bien, merci. Ouais. Merci beaucoup. Alors, attendez, il faut que je puisse. Est-ce que vous voulez me poser quelques questions avant, monsieur? Non, je vais vous laisser. Ce que me disait Anne-Marie, c'est que donc vous voulez fonctionner avec 3 temps de questions, c'est ça? Non, à un moment donné, je vais m'arrêter parce qu'en fait, il y a 3 parties. La première partie, je suis obligée pour des gens. Alors, il faut que je m'excuse, il y a des gens qui sauront très bien de ce dont je parle, c'est-à-dire le poids, la taille, l'indice de masse corporelle, etc. Je pense que c'est important de remettre en place un peu ce que les soignants, les éducateurs, les gens doivent connaître un petit peu sur l'indice de masse corporelle des ados, des jeunes, etc. Donc là, c'est une côté un petit peu médical, on va dire. Enfin, pas médical, mais en tous les cas. Là, vous êtes médecin quand même. Oui, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors ça, c'est un petit temps sur le. Voilà. En même temps, c'est très, très riche comme sujet. Donc, voilà. Bon. Le deuxième temps, là aussi, je vais être obligée un petit peu de. Je vois que Madame Donignon est branchée, mais je n'ai pas envoyé mon dossier. Je vais le faire. Il est prêt. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Sois rassurée, Josélie, tu vas recevoir le dossier. Dites-moi, je ne pas par courrier ou par mail? Par mail de préférence, s'il vous plaît. Ok, mais c'est qu'il faut que je scanne tout ce que j'ai, c'est pour ça. Mais tout est prêt, je vais vous l'envoyer. Voilà. Voilà. Du coup, et ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est une partie un peu plutôt, c'est quoi les réseaux sociaux? Et ça, il y a des gens, les jeunes, les plus jeunes, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge des auditeurs. C'est très hétérogène. Hein. Vous avez aussi bien des étudiants que des chefs d'établissement, des profs, des parents. Vous dites des étudiants, c'est des étudiants en quoi? En sciences de l'éducation plutôt. Oui. Mais il peut y avoir autre chose. Hein. Ce qu'il faut peut-être préciser hein, au cas où ça ne serait pas totalement clair, c'est qu'en tout cas, dans le public, il n'y a absolument pas d'adolescents, il n'y a que des adultes. Oui. Et effectivement, puisque c'est la faculté d'éducation de la Cato qui organise, la majeure partie des étudiants qui sont là sont des étudiants en sciences de l'éducation, donc c'est-à-dire des étudiants qui se destinent à devenir professeurs des écoles, cadres éducatifs, etc. D'où, à mon avis, hein, l'intérêt qu'ils auront pour ces questions-là, mais ils auront ces questions-là plutôt avec un point de vue d'éducateur. Alors, attendez, je vais allumer une lumière parce que je trouve que c'est
Alors, vous étonnerez pas, dans un premier temps, il y a Josélie qui va lancer une petite présentation de l'ICP et de la FACEF, qui se terminera par votre présentation, c'est-à-dire votre image et le titre de la conférence. Ensuite, je ferai une courte présentation comme que vous aviez lu, dont on a discuté. Et puis après, je vous donnerai la parole. Donc à ce moment-là, vous partagerez votre écran. Pour l'instant, vous pouvez peut-être retirer le partage d'écran, qu'on vous voit, qu'on me voit, qu'on voit Laurent. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait une faute déjà, ça commence sur ma première diapositive, il y a 2 i, mais c'est pas très grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je pense que. Voilà, non, c'est pas. J'avais déjà des soucis avec mes titres. Bon, voilà, là, ça va. Voilà, donc Josélie, quand tu veux, tu pourras lancer. Je crois qu'il est 17h25, il me semble, je ne sais pas combien de temps prend ton. Oui, il est 17h25. Voilà, et ta présentation prend à peu près 2 minutes, 2 minutes 30, si on fait 2 fois. Voilà, bon. Pour l'instant, alors je vais te dire combien. Il y a 46 personnes pour l'instant, donc on n'a pas encore fait le plein. Donc, moi, je vais chercher de quoi écrire. C'est un peu stressant. Je vous avoue. Donc, Laurent Tessier est particulièrement intéressé dans la mesure où il travaille justement sur les réseaux sociaux. Oui, en tout cas, je travaille, disons, sur les questions. Je suis sociologue pour le coup, et je travaille sur les questions d'éducation numérique et d'usage du numérique à l'école et à l'université. Donc, évidemment, dont les réseaux sociaux, mais plutôt avec une perspective sociologique. Oui, mais il y a plein de choses à dire. Je peux, Anne-Marie? Oui, vas-y. Espérons que ça fonctionne. Ah, Josélie, ça démarre. Je recommence, désolée. Donc là, tu feras juste une fois. On n'entend rien? Josélie, on n'a pas de son.
Voilà, donc là, on va vous accueillir. Merci de nous recevoir dans votre bureau, hein, dans votre cabinet. Voilà. Donc, Madame Cassuto, docteur Cassuto, on a eu très envie de vous entendre sur la question des jeunes, de la silhouette et des réseaux sociaux, puisque vous avez fait paraître juste à l'automne un ouvrage très très bien illustré et très stimulant et tout à fait adressé aux adolescents qui s'appelle Silhouette, mon ami, mon ennemi, comprendre et aimer son corps à l'heure des réseaux sociaux. Donc vous avez tous reçu en même temps que le lien de cette conférence et pour la première fois un lien vers la liste des ressources. Cette liste des ressources, la voici. Hein, vous avez donc reçu et vous avez du coup tous les liens qui permettent de voir le livre, de voir d'autres ouvrages, des émissions de France Inter, etc., où le docteur Cassuto intervient. Donc, vous aurez de quoi vous ressourcer après. Et donc, cet ouvrage destiné aux adolescents, garçons, filles, mais aussi à nous tous qui les entourons, c'est-à-dire nous, les adultes, qui parfois les entourent, quelquefois les persécutent. Ce livre est une mine d'informations, de conseils, de liens. Il y a des tests. C'est nourri de témoignages d'adolescents. Hein. Par exemple, sur Abel, 15 ans, dit je suis pas assez musclé. Les mecs sur TikTok, eux, ils sont top. Et des quantités de choses comme ça. Voilà. Donc, il y a des témoignages, des conseils, des liens, etc. Donc, ce livre est très utile et c'est de tout ça que vous allez nous parler. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez, si je me souviens bien, été dans un établissement de Paris, du 19e, où vous avez dialogué avec des élèves, ce qui, en gros, a un peu, vous a permis un peu de faire le premier lien en direct avec ce qu'il y avait dans votre livre et ce que pensaient les élèves. Autrement, vous avez pas mal publié puisque vous avez déjà écrit des ouvrages aussi bien Ma fille se trouve trop ronde, celui-là est épuisé, qu'est-ce qu'on mange, l'alimentation pour les ados de A à Z, c'est trop bon, vous publiez aussi dans les revues médicales et notamment par exemple la revue de santé scolaire et universitaire qui est aussi destinée aux chefs d'établissement, aux enseignants et on a mis dans la liste de ressources que vous avez un lien vers un article qui concerne ce sujet. Alors, bien sûr, vous êtes médecin, pédiatre, endocrinologue, fortement engagé dans la prévention santé et santé scolaire, chef de clinique à l'Hôtel Dieu, attaché de consultation à la Pitié-Salpêtrière, au service nutrition du professeur Aubert. Vous avez une consultation pour les ados qui sont obèses. Et puis, vous entretenez des liens étroits avec la maison de Solène, dont par exemple, Le Monde parlait le week-end dernier, où il y a aussi des témoignages sur les troubles de l'alimentation, les troubles alimentaires. Vous êtes intervenu dans les collèges dans le cadre de la réserve citoyenne, c'était avant le Covid, et vous espérez pouvoir reprendre cette activité. Et puis, à l'occasion de la sortie du livre, on a pu vous entendre et on a mis, nous, les liens pour que vous puissiez vous réentendre sur par exemple, une émission de France Inter, Grand bien vous fasse, avec la pédopsychiatre, justement, de la maison de Solène, Marie-Rose Moreau, comment apprendre aux adolescents à accepter leur corps. Plus récemment, vous étiez fin janvier sur une émission pour John qui est Click sur Canal+, avec pour inviter la chanteuse Louane, dont vous expliquez qu'elle a souffert d'un bashing autour de sa prise de poids au moment de sa grossesse. Et du coup, le sujet, c'était les filtres machines à complexe. Donc, en fait, on est devant le combat que vous menez contre la soumission aux modèles qui sont véhiculés par les réseaux sociaux et notamment avec des systèmes de filtres. Voilà. Donc, c'est le sens de votre ouvrage et bien sûr de l'intervention de ce soir. Donc, je vous restitue la parole et nous souhaite à tous une bonne soirée. Juste au niveau de l'organisation, il y a le chat, vous pourrez poser des questions. Le docteur Cassuto s'arrêtera
par moment et on reprendra les questions quand elle le demandera. Donc, n'hésitez pas à écrire sur le chat. Voilà. Docteur Cascuto, à vous. Vous voyez là ou pas? Alors, on voit pas encore votre… On vous voit, mais on ne voit pas encore votre partage d'écran. Alors, attendez, je ne sais pas partager l'écran. Pourquoi ça ne marche plus? Ça marchait très bien tout à l'heure. Voilà, c'est bon? C'est bien là? Vous voyez ou pas? Oui, oui, absolument. Mettez en plein écran. Voilà. Hop. Bon, ben, merci de m'accueillir. Alors, c'est toujours un petit peu frustrant de ne pas voir les gens devant parce que je suis assez cabotine et j'aime bien discuter avec mon public, mais bon, c'est comme ça. Donc, du coup, effectivement, la question qu'on m'a posée, c'est comment aider les jeunes à comprendre le rôle et les risques des réseaux sociaux sur la vision de leur silhouette. Alors, c'est effectivement à l'occasion de ce livre, Silhouette, mon ami, mon ennemi, que j'ai coécrit avec cette merveilleilleuse dessinatrice qui a su illustrer. J'ai essayé, je vous en ai mis quelques-uns quand même, j'ai vraiment voulu mettre que quelques dessins du livre, vous les verrez, su illustrer de façon tout à fait décalée et humoristique le sujet qui est quand même un peu hard à comprendre pour les jeunes, justement. J'avais beaucoup écrit pour les adultes, les parents, et je ne m'étais jamais, adressée directement aux jeunes. Et en fait, ce livre est un petit peu imposé à moi parce que j'entends toujours des adultes qui viennent me voir, des jeunes adultes, des vieilles adultes, des adultes, me dire « Oh là là, si je me revoyais maintenant, quand je revois des photos de moi plus petite, eh ben, je n'étais pas si grand, si gros, si moche, si machin. » Donc, en fait, franchement, c'est important de leur rendre compte que, comme je dis, que finalement, à l'adolescence, le corps est en construction et là, souvent, on oublie souvent de leur expliquer que, à mon époque, on disait que c'était l'âge ingrat. Et effectivement, on oublie de leur expliquer que c'est une construction et que ce n'est pas un corps fini qu'ils ont à 12 ans ou à 13 ans. Alors, je vais effectivement faire 3 parties. La première partie, je me suis sentie un peu obligée, et ce qu'on a voulu faire dans le livre, c'est de réexpliquer ce que c'était que le poids, la taille, l'indice de masse corporelle, la corpulence, la silhouette. Parce que si on n'a pas ça, si on n'a pas ces bases, il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc ça sera la première partie, un petit peu aussi de parler du développement du corps, etc. La deuxième partie, je m'en excuse par rapport aux jeunes de l'auditoire, s'il y a dans l'auditoire des jeunes qui connaissent très très bien les réseaux sociaux, je vais refaire un peu, et ça c'était très important que j'explique aux jeunes et aussi aux parents et aux éducateurs qui vont être autour de ces jeunes, autour du livre, de ce thème, comment ça fonctionne un peu les réseaux sociaux et comment les réseaux sociaux fonctionnent. Et après, je vous donnerai un peu les résultats de beaucoup d'études sur ce thème. Alors, on va commencer par l'histoire de Manon. Juste un instant, si vous voulez. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu du micro? Parce qu'on dit qu'on vous entend moyennement. Et là, c'est mieux? C'est oui. Mieux là? Oui. Voilà. Effectivement, j'étais un peu loin. Alors, j'aime bien raconter des histoires parce qu'effectivement, j'ai des histoires toute la journée. Donc, on va vous raconter l'histoire de Manon qui a 14 ans. Et en fait, ce qui est très important dans cette histoire, c'est que toutes les petites phrases sont importantes pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Manon. Manon a 14 ans. Elle est la deuxième d'une famille de 3 filles. Depuis un an, elle est très concernée par l'alimentation saine. Elle est devenue ovo-pesco-végétarienne alors que tous les membres de sa famille adorent la viande. Elle a toujours été préoccupée par sa silhouette et n'a jamais eu une grande confiance en elle. Dans sa famille, l'apparence et la minceur sont des valeurs importantes. Sa mère fait souvent le régime. Son père est très sportif. Au début, ses parents n'étaient pas inquiets, même plutôt contents de sa perte de poids, car Manon avait eu tendance à s'arrondir l'année du confinement. Elle consulte amener ses parents qui ont fini par se soucier de sa perte de poids, mais aussi de son isolement social. En un an, elle aurait perdu environ 10 kilos. Elle continue à faire beaucoup de sport dans sa chambre. Elle se compare fréquemment à des filles sur le net, et ça, on l'apprend en consultation, qu'elle suit une fit girl, et on verra ce que c'est tout à l'heure, qui la guide pour le choix de ses repas et pour son programme sportif quotidien. Là, on voit comment ça peut se mettre en route
il y a beaucoup de filles qui regardent les réseaux sociaux, beaucoup de filles qui font attention à leur poids, mais quand il y a une conjoncture, et voilà comment ça peut se construire un trouble du comportement alimentaire ou alors un problème de boulimie ou un problème de trop de sport, etc., comme on va voir. Alors, on va d'abord, on a dit qu'on allait un peu voir dans les définitions de ce que c'était que la maigreur, d'être normal, d'être surpoids, obèse. Donc, en fait, si vous avez déjà vu des carnets de santé, vous connaissez cette courbe, la courbe de corpulence, c'est-à-dire poids sur taille au carré. Et là, j'ai pris l'exemple de filles qui ont toutes 13 ans, la A, la B, la C, la D, la F. Elles mesurent toutes 1,55 m et on voit que si on fait l'indice de masse corporelle qui est poids sur taille au carré, finalement, que la A, excusez-moi, que la A, la B, la C, la D et la D, elles sont toutes normales. Même peut-être que la E est un petit peu en surpoids et la F est obèse. Et finalement, si j'avais mis un autre point ici, elle serait en insuffisance pondérale. Et en fait, ce qui est très important, c'est de voir qu'entre la A et finalement la D, il y a près de 20 kg de différence. Donc, c'est ça qui veut dire que finalement, la normalité n'est pas le bas de la courbe. Et ça, c'est très important que d'emblée, on comprenne et qu'on sache ça. Et puis, tant que la croissance n'est pas finie, il ne faut jamais peser les enfants sans les mesurer, parce que si vous avez une évolution de poids, si pendant l'adolescence, où ils prennent 10 cm, ils prennent 10 kg, les 10 kg, finalement, vont faire peur, alors que s'ils prennent 10 cm, en même temps, les choses évoluent. Et vous voyez bien aussi qu'il y a une évolution de 0 à 3 ans. Toutes les courbes ont le même type, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la corpulence, puis dès qu'on commence à marcher, à bouger, il y a un nadir et ça remonte. Donc, ce qui est important, c'est l'évolution de la courbe. Et la diapositive suivante, la diapositive suivante va vous montrer que finalement, ce qui est embêtant, c'est quand on change de couloir. Donc là, je vous montre une zone de rebond, ce qu'on appelle le rebond d'adiposité. C'était plutôt quand on va voir cet enfant-là. Si cet enfant-là avait toujours été cette courbe, on aurait dit qu'il était déjà sur une courbe de surpoids depuis le début et que finalement, c'était son évolution corporelle compte tenu de sa famille, de sa génétique éventuellement. Mais là, on voit que cet enfant a changé de couloir et il est allé dans la zone de surpoids. Et ça pourrait être l'inverse pour la maigreur ou pour la descente. Donc aussi, par rapport à la définition de la maigreur, ce n'est pas la même chose que l'insuffisance pondérale n'est pas la même chose qu'un amaigrissement. Si on imagine l'inverse, c'est-à-dire que cet enfant, au lieu de rester sur cette courbe-là, descend et perd du poids, c'est qu'il y a un amaigrissement qui peut être brutal, comme on voit la prise de poids brutale. Donc voilà, ce qui est important de savoir, c'est qu'on reste dans. Et ça, c'est ce que je fais. La première chose que je fais en consultation quand une maman m'amène à une jeune fille en me disant elle a pris du poids, elle prend du poids, mais si elle grandit en même temps, qu'elle reste dans son couloir, c'est qu'elle a cette prédisposition à être peut-être, non, si on revient dans la courbe de tout à l'heure, peut-être si elle reste toujours sur la courbe D, eh bien, elle est normale. Si elle reste toujours sur la courbe A, elle est normale. Donc ça, c'est très important parce qu'on a toujours tendance à penser que la normalité est dans le bas de la courbe. Alors, je continue. Donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir, et je vais encore vous raconter une histoire, c'est que cette histoire d'indice de masse corporelle, c'est un petit peu dangereux. Et c'est dangereux aussi quand on peut s'en servir. Et ça, c'est un devoir de mathématiques qui avait été fait. Et ce petit garçon, Nissim, était venu me voir avec sa famille parce qu'il s'est rendu compte, lors d'un exercice fait en classe, que son IMC était plus élevé que celui des copains. Il pense qu'il est trop gros alors qu'il est très musclé. Il fait du rugby depuis l'âge de 16 ans et il consulte pour perdre du poids. En fait, il avait fait calculer l'indice de masse corporelle et si on revient sur les courbes de tout à l'heure, il s'était rendu compte qu'il était au-dessus alors que c'était juste que du muscle et qu'il est très lourd. Donc, en fait, il faut relativiser ça. Il faut aussi voir dans la courbe s'il a toujours été sur cette courbe. Et surtout, ce que je pense qui était absolument inadmissible, c'est que cet exercice a été fait, je crois, une fois dans une épreuve de 3e, pendant un examen. Donc, je crois qu'il faut aussi faire attention à ne pas se servir de cet indice de masse corporelle pendant des exercices en classe, car du coup, les jeunes peuvent se comparer les uns aux autres. Et ça, à mon avis, ce n'était pas une bonne idée, notamment pour ce petit garçon.
Donc, les normes, donc on vient de toucher un peu du doigt l'idée que les normes sont des comportements, des valeurs attendues de la société ou un groupe social défini à un moment donné. Et je vais vous mettre maintenant la différence entre l'image du corps et le schéma corporel. L'image du corps, c'est la représentation que chacun se fait de son corps en fonction de son histoire, les expériences de la vie, ses modèles, ses parents, les pères, et cette image du corps ne cesse d'évoluer au cours de la vie, au cours de ses expériences. Alors que le schéma corporel, c'est la perception de son corps et de ses frontières dans l'espace qui va être finalement le même chez tous les individus. On sait qu'on a 2 mains, 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, un nez et un schéma qui correspond. Alors que l'image du corps évolue tout le temps en fonction de ses expériences et surtout de son environnement. Là, j'ai voulu vous montrer cette diapositive qui est sortie d'un livre de Thibaut de Saint-Paul qui a fait une revue générale de l'image du corps en fonction des années. Et là, voilà ce qu'on montrait sur la normale, la maigreur et l'obésité en 1948 dans les livres de classe. En 1998, ça commence déjà à être quand même beaucoup plus mince. Et en 2018, c'est vraiment, vraiment, vraiment très mince. Donc ça, c'est aussi, ça montre comment, ce que c'est la normalité dans l'imaginaire de notre société actuelle. La perception de la normalité dépend effectivement de la société dans laquelle on vit. Et il faut savoir qu'en France, les femmes sont les plus minces, le sous-poids est extrêmement valorisé et que l'indice de masse corporelle, par exemple, si on prend moyen des Françaises, est de 23,2. Quand on leur pose des questions dans des questionnaires, ça se tourne autour de 19,5. Et les Britanniques, c'est 26,2 en moyenne. Leur poids idéal, leur IMC idéal dans leur tête, c'est 20,7. Alors que si on pose la question aux hommes, finalement, l'IMC idéal est beaucoup plus élevé chez les hommes pour les femmes que chez les femmes pour elles-mêmes. Donc, c'est aussi souvent une histoire de comparaison femme-femme plutôt que homme-femme. Alors, il y a on a demandé à des différents pays de photoshopper justement sur Internet une photo, ça c'était l'original. Et en fonction des pays, vous voyez l'italienne, elle est quand même très très menue, l'espagnol est un petit peu plus rondelette, la Chine, bon, c'est différent parce que c'est pas complètement les mêmes modèles. En Égypte, il y a plus de culottes de cheval, la taille est plus fine, et en américain et en Hollande. Et on a fait la même chose aussi pour les garçons. Donc, les critères de beauté, là, je vais bouger, moi. Voilà. Les critères de beauté ne sont pas les mêmes en fonction des endroits où l'on se trouve. Donc, ça, c'était quand même très amusant. Et c'est important aussi de pouvoir montrer ça aux jeunes et de leur expliquer ça. Aussi, on peut poser des questions. C'est un des tests, on ne va pas tout le détailler, qu'on peut faire dans le livre, de poser des questions. On peut poser des questions aux adolescents, de voir comment, s'ils ont une image corporelle positive ou une image corporelle négative. Alors, par exemple, je vois mon corps tel qu'il est, je l'accepte comme il est dans le présent, j'accepte les habiletés et les particularités de mon corps, etc. Donc ça, c'est important parce que pourquoi c'est important? Parce qu'une personne qui a une image corporelle saine sera en mesure de valoriser son corps pour ce qu'il est et d'accomplir, et non seulement pour l'image qu'il reflète. Elle sera également plus encline à traiter son corps avec une bienveillance en adoptant de saines habitudes de vie dans une perspective de santé et de bien-être plutôt que dans une perspective de contrôle ou d'esthétisme. Il faut savoir aussi, comme disait Annie Biro, une psychologue pour adolescents très connue, qui a écrit beaucoup de livres autour du corps de l'adolescence, elle disait toujours à l'adolescence, l'ennemi c'est le corps. Effectivement, quand on débute la puberté, on passe des heures devant son miroir parce qu'on voit le corps change, que ce soit les garçons ou les filles, et on a du mal à se reconnaître. Et c'est pour ça qu'on essaye de se rapprocher le plus possible de l'image que l'on nous donne de la normalité. Et on va avoir ce qu'on appelle une dysmorphophobie qui est normale et banale à l'adolescence. C'est l'obsession d'un défaut physique léger ou inexistant avec une perception démesurée d'un corps perçu comme difforme et surtout la
du jugement des autres. On voit cette jeune fille qui a peur d'aller à la piscine parce qu'elle a les seins qui ont poussé et qui tout d'un coup n'arrive plus à aller à la piscine parce qu'elle ne reconnaît pas son corps dans son maillot. Cette dysmorphophobie est banale à l'adolescente et ça c'est important de dire aux adolescents que c'est normal. L'adolescent ne supporte pas l'évolution physique de leur corps et les filles c'est plutôt l'apparition des seins, des fesses et des rondeurs et qui sont normales. Alors vous vous rappelez de la courbe de tout à l'heure de l'évolution de l'indice de masse corporelle, il y a effectivement une montée puis une redescente. Donc, c'est normal de prendre des rondeurs pour une fille à l'adolescence et des garçons aussi. Et les garçons aussi ont des difficultés avec leur maigreur ou leur petite taille quand ils n'ont pas commencé leur taille. C'est souvent en décalage et ça, les éducateurs, les profs le savent, que dans une classe de 4e ou de 5e, les filles sont déjà des petites femmes et que les garçons sont encore des petits garçons. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que dans leur tête, ils n'ont pas évolué. Les filles peuvent avoir et c'est ça qui est compliqué à l'adolescence, ils peuvent avoir les filles peuvent avoir des corps de femmes, alors que dans leur tête, elles sont des petites filles, et les garçons peuvent être des petits garçons, des tout petits, de petite taille et très mûrs dans leur tête. Et c'est ça qui est difficile à l'adolescence, c'est qu'il n'y a pas souvent une synergie entre le développement pubertaire et le développement de la maturité psychique. Ce qui peut d'ailleurs augmenter la dysmorphophobie. Il faut savoir qu'un tiers des adolescentes se trouvent trop rondes. À 15 ans, 15% des filles suivent un régime. À 17 ans, c'est 17%. Et ça ne cesse d'évoluer. Et ça, c'est encore des chiffres qui sont assez anciens. Je pense que si on faisait des enquêtes maintenant, on aurait des chiffres beaucoup plus supérieurs. On a posé des questions. Il y a un test qui est assez connu. Là on l'a reproduit dans le bouquin, mais c'est un test qui est très connu. On peut poser, par exemple, cette question: à quelle silhouette penses-tu ressembler? À laquelle aimerais-tu ressembler? Et à laquelle ressembles-tu vraiment? Et on peut aussi demander, et on voit souvent que les filles se voient souvent, quand elles sont de corpulence normale, elles se voient souvent en 4, en 5, voire en 6, alors qu'elles sont plutôt en 2 ou en 3. Et quand on pose la question aux autres, aux garçons, qu'est-ce que tu préfères? Et les garçons vont souvent proposer des silhouettes supérieures que ce que les filles demandent, c'est un peu comme tout à l'heure, alors que les garçons sont plus souvent en phase dans leur silhouette, voire même au-delà. Effectivement, les garçons, si on leur pose des questions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Abel, il dit: je ne suis pas assez musclé. Effectivement, actuellement, ce qu'on montre aux garçons, c'est qu'ils devraient être musclés, forts et sportifs, ce qui n'est pas toujours le cas à cet âge-là. Alors, il est facile de se moquer, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses compliquées dans les années collège, c'est facile de se moquer de ce qui est visible, parce que c'est évidemment les éléments que l'on remarque en premier, et les autres se moquent de la différence, car ils craignent de la différence. Et souvent, on essaye souvent, comme Françoise Dolto appelait les adolescents des homards, hein, vous avez peut-être tous lu ce livre merveilleux qui s'appelle Le complexe des homards. Elle disait que les homards sont des animaux qui ont une carapace d'enfant, puis une carapace d'adulte, et entre les deux, ils ont adolescents, ils n'ont pas de carapace, donc ils se collent les uns aux autres pour être finalement en grappe, hein, on le sait, hein, on voit bien que les adolescents se trimballent ensemble pour justement aller du radeau de l'enfance au radeau de l'adulte et pour pouvoir traverser cette période. Et c'est très important de tous se ressembler. Donc la norme est très importante pour l'adolescent, et si on leur montre une norme de minceur, une norme de traits musclés, eh bien on va leur demander d'aller vers cette norme-là. Donc quand les jeunes se moquent en cours d'école, c'est un moyen d'exorciser leur propre peur d'être différent. Au fond de soi, on a toujours l'impression de n'être pas pareil, on a tous peur d'être rejeté. Les complexes, du coup, sont inévitables à cet âge-là, c'est normal, mais il ne faut pas qu'ils conduisent à une mise à l'écart, voire à du harcèlement. Et ça, malheureusement, on l'entend tous les jours. Alors là, c'est un petit peu long, je ne vais pas relire tout ça, mais on peut expliquer, on peut aider les parents à parler de l'âge ingrat, comme je le disais tout à l'heure. Hein. On peut trouver, par exemple, leur expliquer effectivement que le corps, comme je dis, est
construction, on ne va pas peut-être rester tout le temps pareil. Par exemple, on peut trouver une star populaire et qui aurait les mêmes particularités physiques. On peut aussi, et du coup, on parlait, on peut aussi montrer des photos, qu'on soit éducateur ou parent, de soi-même plus jeune. Et souvent, les adolescents sont très contents de voir comment étaient leurs parents en âge. Et ça les rassure de voir que l'évolution a pu être meilleure que ce qu'ils pensaient. Et peut-être aussi se chercher comment, ensemble, comment une faiblesse ou un défaut peut être finalement un atout. Il y a aussi quelque chose qui m'a un petit peu intéressée, qu'on a essayé un peu de revoir dans le livre, c'est pourquoi dans la cour d'école, il y a autant de mots finalement qui correspondent à des choses plutôt humaines, animales ou végétales, hein, grand cheval, asperge, baleine, hippopotame, etc. Et en fait, cette agressivité, c'est un moyen de conjuguer la peur d'être disgracieux que chacun entretient toujours au fond de soi, une façon de se protéger contre sa propre laideur et son propre défaut. Finalement, en traitant mon copain de cheval, je le classe dans une catégorie animale dont moi, humain, finalement, je ne fais pas partie. Je me prouve que je ne le ressemble pas. C'est comme ça dans toutes les cours d'école, dans toutes les cours de récréation. Et il faut dire aux enfants que s'ils sont trop victimes de tels sobriquets, il faut verbaliser, en parler. Et ça, c'est très important de dire aux enfants qu'il faut le signaler s'ils se sentent harcelés, aussi bien et de ne pas rester tout seul. Le dialogue est très important dans cette histoire. Et nous, notre rôle d'éducateur ou de soignant, c'est de la stimuler à ce qu'ils en parlent. On ne va peut-être pas rester sur ça que vous connaissez peut-être. Et bien sûr, vous connaissez les numéros verts, le 30-20 ou le 30-18, c'est du cyberharcèlement. Des numéros où c'est des numéros où il y a des réponses anonymes qui permettent aux jeunes ou aux parents de parler de cette histoire. La dysmorphophobie peut être pathologique. Hein. Là, on voit peut-être cette jeune fille qui finalement est très maigre et qui se voit très grosse, et ça peut amener à des troubles du comportement alimentaire si cette dysmorphophobie persiste en dehors de cette dysmorphophobie normale. Et là, si ça continue à l'âge adulte, effectivement, c'est pas bien. Et malheureusement, dans mon cabinet, j'ai beaucoup de jeunes femmes qui sont pas très grosses ou pas très en surpoids du tout et qui cherchent absolument, et qui se voient très grosses ou plus grosses qu'elles ne sont. Bon, ça, c'est une dysmorphophobie à l'envers. C'est plutôt amusant c'est pour ça que je vous le dis. Alors, l'idéal minceur, du coup, ça vient là-dedans. Les pressions sociales vis-à-vis de l'idéal minceur impactent la satisfaction corporelle en fonction du degré de comparaison sociale et d'internalisation de la norme, dont on vient de parler. Sous l'effet de la simple exposition passive d'images minces, l'internalisation de l'idéal minceur s'effectue sans le moindre effort. Et par analogie, on assiste à la création d'une norme dominante avec le désir d'être mince qui n'est jamais remis en cause. Ce que je vous racontais tout à l'heure dans l'histoire de Manon est très important, c'est que finalement, elle avait pris un peu de poids dans le confinement. Les parents ne se sont pas inquiétés du tout de suite parce qu'ils se sont dit c'est bien, elle fait attention à ce qu'elle mange finalement, c'est bien, elle a raison, elle s'est mise à faire du sport, etc. C'est ce qu'on entend tout le temps. Et souvent, les troubles du comportement alimentaire commencent comme ça. Souvent, il y a un décalage entre le début des troubles du comportement alimentaire et la réaction des parents, ou la réaction de la famille, de l'environnement, ou la réaction des profs de sport, des profs de danse, des profs de l'entourage. Alors, souvent, dans le milieu scolaire, il y a des scolaires qui font attention à ça et qui permettent de dépister ces troubles un peu plus tôt, et ça, c'est bien. Surtout, ce qui est véhiculé et ce que j'entends le plus et ce qu'on entend le plus, que finalement, c'est que l'idéal minceur, c'est une qualité en plus. Un corps mince, sans rondeur, sans gras, qui d'ailleurs a évolué dans le temps, on va le voir. Hein, on a la brindille versus le corps de type sablier. Et finalement, la croyance qui va derrière, c'est que si on est mince, on a plus de succès,
c'est la clé du succès, de la beauté, de la santé, de la richesse et je ne sais trop quoi. Et cette croyance est très, très, très ancrée dans notre société. C'était à cause de la poupée Barbie. Donc là, c'est amusant. Il y a une jeune fille qui avait fait son mémoire dessus et qui a reproduit la poupée Barbie. Vous voyez qu'elle est vraiment dans des proportions absolument pas humaines, avec des tours de poitrine, de taille et de hanches et des poitrines et des pointures complètement disproportionnées. Et donc ça, c'est important de pouvoir montrer ces photos et je le fais souvent, mais on voit quand même cette petite fille, hein, elle n'est pas encore adolescente, mais effectivement, devant Barbie, elle essaye de rentrer son ventre et d'être le plus mince possible. Et effectivement, cette idéal masseur, cette internalisation de l'idéal masseur commence très très tôt. Il y a une psychologue américaine qui s'appelle Lynn Burch qui a énormément travaillé sur ce thème des petites filles qui veulent être plus minces et ce d'autant que leurs mères ont eu des problèmes, des troubles du comportement alimentaire et qui ont eu des problèmes de poids dans leur jeunesse. Après, on s'est dit, peut-être c'est la faute au mannequin. Alors, en fait, là aussi, c'est quelque chose d'important à pouvoir signaler. Finalement, les proportions du corps dans le dessin de la mode ne sont pas du tout les proportions réelles du corps humain, comme l'avait dit excusez-moi, j'ai un trou, mais c'est pas grave, comme il l'avait dit, c'est pas grave. Bon, les proportions réelles du corps humain, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir 7 à 8 têtes dans un corps, et vous voyez que finalement, la mutante, celle qui serait pas celle normale, ça serait la mannequin qui finalement a des jambes beaucoup plus grandes, et les proportions ne sont pas du tout les mêmes. Alors, chez les garçons aussi, il faut dire qu'en ce moment, on a de plus en plus de troubles du comportement alimentaire ou d'obsession de la minceur chez les garçons avec des figures peut-être qui ne sont pas tout à fait avec des garçons très jeunes, comme les mannequins en général, elles sont très jeunes et elles sont disproportionnées finalement. Alors, on s'est dit finalement que c'était à cause des magazines pendant longtemps et les magazines, on les a, ou des défilés de mannequins, on les a, mais on peut les poser alors que maintenant, nous avons Internet et la différence, c'est que Internet, on l'a toujours sur soi et qu'on peut toujours regarder et surtout qu'il y a les notifications et on va beaucoup en parler. Alors, je peux m'arrêter un petit peu là s'il y a des questions ou pas, Anne-Marie? Je remets le micro. Oui, alors dans les questions qui sont déjà posées, il y a la question de parents. Comment faire face au refus d'enfants de manger de façon équilibrée? Alors, ce n'est pas une conférence de nutrition, donc je pense que c'est une question qui est à part. Donc, peut-être que si on a le temps, on pourra répondre, mais là, ce n'est pas… Alors, il y a une autre question qui est quelle phrase utiliser ou quelle phrase éviter dans la période de l'adolescence, justement face à ces questions de dysmorphophobie. En fait, là vous disiez tout à l'heure, le prof de sport, etc. Bon, les adolescents entre eux s'envoient des vacheries, mais l'adulte, que faire pour dédramatiser avant d'aller parler de harcèlement? Quels sont vos conseils? Je crois que la première chose à dire, c'est qu'on est en construction, que ce n'est pas fini, que le corps n'est pas fini. Tant que la croissance existe, quand la croissance n'est pas finie et que jusqu'à 16-17 ans, le corps il bouge encore, hein, et puis même toute la vie. Hein, et que finalement, ça c'est la réponse de la dysmorphophobie. Et puis c'est aussi que la dysmorphophobie, elle est normale parce que ça va très vite des fois. Donc on n'a pas le temps de réagir. Après, bon, peut-être qu'on pourra répondre aux questions après. Et il y avait une question dans le sens inverse, quelqu'un qui disait il y a des élèves qui refusent absolument de s'intéresser à l'indice de masse corporelle quand on en parle, je pense aux professeurs de sciences, etc., sous couvert de positivity, excusez-moi pour la mauvaise prononciation, c'est-à-dire cette espèce justement de refus total du coup avec peut-être des risques pour la santé. Voilà. Alors, je vais l'aborder après, puisque je vais parler de ça après, donc je vais en parler. Ouais. Je continue ou Monsieur Tissier? Alors,
autrement, dans les autres questions donc vous verrez si vous reprenez après, le fait que faire quand les médecins généralistes parlent que l'enfant veut faire un régime et qu'il fait quand il veut faire un régime, il dit simplement oh, il fait sa crise d'adolescence. Bon, je vais l'aborder tout à l'heure. Ok. D'accord. Ok. Donc du coup. Et l'inquiétude vis-à-vis de l'anorexie pour les parents. Oui, mais je vais l'aborder. D'accord. Donc, du coup, on va aborder un peu le sujet des réseaux sociaux. Donc, je vais m'excuser auprès des plus jeunes qui connaissent mieux ça que nous, les plus âgés. En fait, les jeunes filles scrollent tout le temps sur Insta, les copines, les copains, les célébrités, les figures. Et en fait, il y a une histoire de comparaison, d'envie. Et elle ne peut pas s'empêcher de ça souvent la nuit. Et ce qu'elle dit, cette jeune fille, je me mets au régime strict, puis j'ai des crises de sucré, parfois même la nuit. C'est ça que ça entraîne et on va essayer de déconstruire un peu ça. Les réseaux sociaux, c'est pas du tout, je ne suis pas du tout contre les réseaux sociaux, c'est formidable pour échanger avec ses pairs, se sociabiliser, développer sa créativité avec les ados, ils adorent ça parce que c'est tout le temps, à tout moment, où que je sois, mais c'est formidable tant que la prise de parole est basée sur le partage, l'amitié et l'entraide, et en nutrition et dans le domaine du comportement alimentaire qui est mon domaine, c'est extraordinaire pour apprendre à manger sainement, à faire de l'exercice, mais c'est à condition que le rapport au corps et à l'alimentation soit tourné vers le bien-être et non vers la performance et outre injonction physique ou morale. Et ça, c'est essentiel. Donc là, on voit dans ces diapositives, que je vais passer un peu vite, qu'effectivement, Facebook, Snapchat, tout ça, bon là, il y a maintenant TikTok, là, c'est une diapositive un peu ancienne. TikTok, maintenant, est devant tout le monde. Et on voit que les jeunes, donc là, c'est des diapositives de 2019, donc un peu anciennes, mais les 11-14 ans, TikTok serait beaucoup au-dessus, on va retrouver les derniers chiffres. Et on voit que Instagram est aussi très bien placé. Snapchat est en train de baisser un peu. Là, c'est aussi quelque chose que vous pouvez retrouver dans le livre, mais c'est toute cette diapositive que j'ai tirée du livre. C'est surtout vous montrer quelque chose d'important. D'abord, les réseaux sociaux sont autorisés qu'à partir de 13 ans. Et sur TikTok, la messagerie instantanée est bloquée si tu as de 13 à 15 ans. Donc ça, c'est essentiel. Et aussi que les profils de mineurs ont des mesures de protection. Donc ça, tout ça, vous le retrouverez. Et surtout, le partage de localisation est important. Et aussi, il y a l'histoire du droit à l'image. Toutes ces choses-là sont importantes à signaler et à connaître pour les parents et pour les adolescents. Aussi, les 12-19 ans se fondent de leur connaissance beaucoup sur les fake news, hein, et ils n'essayent pas d'utiliser les outils de vérification. Et là, je vous ai mis des endroits où on peut passer les infox et aussi vérifier les sources. Et ça, c'est juste pour vous signaler que ça existe et on va pas, il y a plein de choses à dire encore, on va pas. Alors, les croyances sur les réseaux sociaux, ça entraîne une uniformisation de l'individualité et surtout, on tire de cela que l'idée, c'est d'être comme tout le monde. Et vous avez vu depuis le début de ma communication combien c'est important pour les adolescents d'être comme tout le monde. Alors, juste un mot sur comment ça fonctionne. Donc, on a les algorithmes qui existent sur Google, sur Facebook, Instagram et TikTok, qui réduisent la vision du monde à ce que nous aimons déjà et qui décident pour quel type d'informations apparaîtront dans votre fil d'actualité. La génération Z s'informe exclusivement sur ces réseaux sociaux. Et prenons l'exemple de TikTok. Le réseau social possède un algorithme ultra puissant. Il permet de cibler de façon très rapide, en moins de 2 heures, avec précision, nos centres d'intérêt. Par exemple, si vous aimez les animaux, en 2 heures, il saura que vous aimez les animaux. Si vous aimez les chiens, il saura. Et si vous aimez les caniches, vous allez recevoir que des photos de caniches. Donc, vous imaginez, en termes de nutrition et en termes de régime, comment ça va vite. Dès que vous mettez le mot poids,
c'est que vous mettez le mot régime ou sport ou activité physique et Dieu sait si je le fais pour comprendre un peu comment ça fonctionne, comment tout ce qu'on reçoit et c'est ça qui est dangereux. Et après, il y a l'effet bulle. L'effet bulle, c'est finalement qu'on finit, on finit par s'affilier à des semblables et à entretenir des relations qu'avec des gens qui nous ressemblent et nous confortent dans nos convictions. Bon, ça, c'est assez connu, mais il faut vraiment que les jeunes le sachent. Et surtout, que le cercle vicieux est bouclé, la norme, c'est être comme les autres. Tout ça, je le sors de ce magnifique documentaire qui s'appelle The Social Dilemma sur Netflix et je vous engage vraiment à le regarder parce que ça m'a vraiment bien aidé à travailler sur ce sujet. Les réseaux, les effets négatifs, c'est que la première chose, et c'est ça qui est fatigant, c'est que ça ne s'arrête jamais. Ça élimine les pauses naturelles dans la consommation psychique. Ça crée de l'incertitude à l'approbation et la perte de l'habitude des contacts humains, mais ça, vous le savez, avec toutes ces histoires de popularité, nombre d'amis, de retweets, de likes et de cœurs. Donc ça aussi, ça vient du documentaire. Et bien sûr, les likes, les émoticônes, toutes ces choses-là. Une jeune fille disait, quand je suis donc je poste, est-ce que je suis jolie ou moche? Dites-moi juste ce que vous en pensez sans être trop méchant, bien sûr. Et ce que l'on sait aussi, c'est que ce like est une valorisation utopique et va créer une dépendance. Il paraîtrait, ça pourrait être possible, qu'il y aurait une sécrétion de dopamine chaque fois qu'on reçoit un petit cœur, qui donne le goût d'y retourner et un besoin de reconnaissance, avec une angoisse qui s'appellerait la zatgagarophobie, une angoisse pré-dépressive, même si jamais un jour ça s'arrête, si un jour on n'est plus liké, si on n'est plus partagé, avec frustration, dévalorisation. Et ça, c'est vraiment très, très visible quand on pose des questions aux adolescents, on leur demande qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé avant les troubles, en fait. Il y a même un syndrome qui s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose, une sorte d'anxiété sociale avec peur constante de manquer. Une nouvelle importante, un message avec des adolescents qui gardent le téléphone dans la nuit, même la nuit, pour savoir si jamais ils avaient raté quelque chose. Par rapport à notre affaire de beauté, nous allons regarder les différents réseaux. Donc, le mot Instagram, peut-être que vous ne savez pas, mais ça vient de Instanter Telegram, donc avec des comptes privés ou publics. On suit ces célébrités ou les amis ou la famille avec le partage de ces vidéos sur son réseau d'amis ou de baignés et avec la recherche de perfection, ce qui est assez important, et la recherche de filtres, avec les filtres. Et c'est majoritairement basé sur l'apparence, l'esthétisme et la retouche, avec des recommandations extrêmement stéréotypées. Alors, bon, l'utilisateur d'Instagram est énorme, avec, en fonction de l'âge, on voit que c'est surtout les jeunes avec un début très tôt. Finalité, c'est ça qui est important à expliquer aux adolescents, c'est que d'inciter à passer l'objectif lui-même, c'est de passer un maximum de temps sur l'application et s'abonner au plus grand nombre de comptes. Récolter suffisamment de données personnelles pour après les publicités. Et ça, quand on commence à expliquer ça aux adolescents, que finalement, chaque fois qu'ils vont cliquer, ce n'est pas eux qui gagnent, c'est les influenceurs ou les gens qui ont des comptes qui vont gagner. Du coup, et on voit que c'est surtout Instagram est basé sur le besoin irrésistible de validation sociale qui fait partie des besoins fondamentaux des humains. On a besoin d'être validé par sa tribu, on a besoin de savoir ce que l'on vaut. Donc, et ça aussi, c'est très important chez les adolescents. Ça leur permet de se situer dans un groupe et de valider son système de soins. Pour le cerveau, ça est considéré comme un outil d'approbation ultime, permettant en quelques secondes de savoir de ce que tu vaux, comblant ton besoin de validation sociale. Et ça met dans un état de bien-être totalement artificiel en fonction du nombre de collègues, de likes et de petits cœurs. Sur Instagram,
qui est basée sur la théorie de la comparaison sociale. Il y a deux rôles. Soit l'utilisateur actif, il poste des photos dans le but de se rassurer, soit il suit d'autres comptes dans le but d'appartenir à ce compte. Et en fait, il y a un tiraillement incontrôlable, soit adopter les comportements similaires du groupe auquel on s'identifie, soit lutter contre l'influence des autres pour rester soi-même et se rassurer qu'on fait son estime. Chez les jeunes, c'est plutôt l'imitation par observation d'un père qui exécute le comportement à acquérir qui est le plus fréquent selon la théorie de l'apprentissage social. Et cela signifie que les jeunes observent et imitent inconsciemment le comportement des autres utilisateurs qui deviennent des influenceurs. Et les influenceurs, ces derniers sont des utilisateurs regardés et suivis par de nombreux internautes, mais il faut savoir qu'il y a un long travail en amont et c'est ça qu'il faut expliquer aux enfants, que c'est un vrai travail avec un vrai salaire. Des fois, pour 10 minutes ou 5 minutes de poste, vous avez des fois des heures entières de mise en scène. Et surtout, les marques qui donnent l'impression inconsciente que posséder tel ou tel produit est le seul moyen de faire partie du groupe social auquel l'adolescent s'identifie. Donc ça, c'est très important d'expliquer ça, qu'il y a un travail en amont et que surtout, les influenceurs gagnent de l'argent comme ça. Alors au début, il y a les gens qui font ça par passion et après, quand ils sont remarqués par une marque, eh ben, ils deviennent des influenceurs et ils ont un vrai salaire et des vrais cadeaux. Le marketing, donc c'est ce que je disais, hein, la beauté est vraiment, ils sont de moins en moins dans les journaux, moins en moins à la télévision, de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il y a eu une étude en Angleterre qui a été faite en 2017, et ça doit sûrement changer maintenant, sur 1500 jeunes adultes de 14 à 24 ans qui disaient que c'était Instagram qui était le pire réseau social pour la santé mentale. Et on voit que il y a énormément d'anxiété, de dépression, de diminution d'estime de soi, alors que sur YouTube, quand même, c'est quand même un peu moins. Pour ce qui est de TikTok, on n'en sait rien du tout. Ces études n'ont pas encore été publiées et pas encore été faites, mais ça va sûrement venir. Et on voit aussi surtout que le problème du poids et des scores de poids est beaucoup plus important sur Instagram, du sous-poids en fait, que sur YouTube. Pardon, sur ce côté-là. Le poids moyen est beaucoup plus bas sur Instagram que sur YouTube. Donc, il y a vraiment des stars qui sont sur Instagram, et ça, vous les connaissez, avec des Françaises aussi. Il n'y a pas que les Américaines, que les anglo-saxonnes. Les Françaises aussi sont très bien placées. Et il y a bien évidemment des avant-après qui sont avec des filtres ou pas, on n'en sait rien. Alors, il y a aussi quelque chose une dysmorphie qui s'appelle Snapchat ou ça serait sur les autres réseaux sociaux. Et finalement, on a une disparition entre le réel et le fictionnel, et le virtuel. Et les chirurgiens esthétiques, d'ailleurs, ont lancé l'alerte sur beaucoup de jeunes qui demandent de la chirurgie esthétique pour se faire rehausser les pommettes ou se faire corriger la silhouette, pour être le plus selfie possible. Je vais un peu plus vite parce que je crois que je suis un petit peu en retard. Donc, je vais essayer d'aller… Non, c'est bon, vous tenez le temps, là, il n'y a pas de problème. C'est bien. Il y a quelque chose que je vais vous montrer d'effarant. Un photographe a demandé à des adolescents de se retoucher et pour voir comment ils se trouvent le plus beau. Et vous allez voir, à gauche, c'est la vérité et à droite, c'est le retouchage. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois, le visage doit être plus fin, le nez plus fin, le menton plus fin. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, les adolescents ont retouché pour montrer comment c'est plus beau. Donc, vous voyez, ça c'est quand même assez incroyable de voir cette évolution de ce que c'est que la beauté. Et effectivement aussi, on se rend compte que la transmission de la féminité est de moins en moins de mère en fille ou de sœur en sœur, et que la représentation féminine devient de plus en plus irréaliste dans les réseaux sociaux, avec des développements complexes, trop grosses, trop petites, trop grandes, jambes trop fines, trop grosses, taille pas assez fine,
et hanches trop larges. Et en fait, on assiste à deux types de corps idéal, soit le corps très mince avec une taille très fine et très peu de fesses, ou le type Kardashian avec plus ou moins grosses fesses. Et donc, les adolescents vont être tiraillés. Alors, je parle essentiellement des adolescentes et de la minceur, mais il y aurait d'autres sujets qu'on pourrait développer, mais j'ai fait plutôt focus là-dessus. Du coup, on a effectivement, on peut trouver ces modèles qui donnent aux adolescentes, et on sait quand même qu'elles ont été beaucoup, beaucoup opérées et qu'il y a énormément de filtres dans les photos. Il y a aussi la silhouette sablier, avec pour faire à celle-ci, ces adolescentes veulent des corps tout à fait en mode sablier. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des publicités. Si vous mettez silhouette, taille fine, vous allez tout de suite avoir des publicités sur ces entraîneurs de taille qui aplatissent l'abdomen et façonnent la silhouette. Pour avoir ce corps en type de sablier, on peut perdre jusqu'à 3 tailles. Et en fait, c'est très dangereux puisque la silhouette, on peut avoir des reflux gastro-œsophagiens graves, des déplacements de viscères, des atrophies des parois abdominales, des déformations des organes et avec parfois des diminutions de flux sanguin, des respirations difficiles. Donc, vous voyez jusqu'où peuvent aller ces publicités et ces normalités, ces besoins de normalité sur Internet. Il y a des images véhiculées qui donnent un rôle néfaste de ces images, surtout sur les plus jeunes en construction. Comme je vous disais, les réseaux sociaux brouillent les frontières donc, entre la fiction et la réalité. Et surtout, ce qui est ennuyeux, c'est qu'on est face à ces silhouettes à tout moment. C'est ce que je vous disais, ce n'est pas comme un journal qu'on peut reposer, qu'on peut jeter ou qu'on n'a plus sur soi. On a tout le temps des amis, de la famille, des stars, des célébrités, des influenceurs qui arrivent. Et puis, il y a aussi cette histoire du summer body avec l'idée qu'avant l'été, il faut avoir un corps parfait, avoir un contrôle alimentaire strict avec une conduite sportive et active. Ça nous fait aller vers les sites qu'on appelle Fitspo, Fitspiration. Ce sont des jeunes qui, avec ce hashtag Fitspiration, Fitsin, Healthy, etc., qui sont des non-professionnels ou des amateurs au départ, qui ont des corps de rêve avec beaucoup de retouches, souvent, et qui mettent en scène leur propre expérience autour d'un mode de vie tendant à un corps mince et ou musclé, avec des activités sportives, mais souvent avec des injonctions alimentaires type alimentation saine ou régime qui ne sont pas du tout adaptés pour nos adolescents, sans gluten, sans lait, sans viande, sans sucre, et surtout avec aucune autorégulation par les pairs, c'est-à-dire que quand un professionnel de la santé, de la nutrition ou du sport va donner des conseils, il va avoir une autorégulation par ses pairs. Effectivement, quand on appartient à une école, à un service, on peut donner des choses qui sont en général vérifiées et qui sont plausibles et qui sont adaptées à la population dans laquelle il parle. Souvent, cette mise en scène avec des... Et on sait que quand on tape sur... Je crois que c'est la diapo d'après... souvent, ces jeunes qui parlent d'activité physique, très vite, parlent d'alimentation avec des régimes et d'une alimentation qui est complètement inadaptée pour cet âge et pour les adolescents. Et surtout, l'alimentation, pour arriver, n'est plus associée au plaisir, au bien-être, mais au dépassement de soi, et avec cette injonction de minceur ou de performance. Donc, on voit des exemples. Cette jeune femme qui a beaucoup d'abonnés met en scène sa famille et met des avant-après avec beaucoup de filtres. Voilà encore des choses, des exemples. Et vous voyez, si vous tapez ça, si vous tapez conseil pour affiner sa silhouette, vous allez tout de suite avoir éviter les grignotages, alimentation saine, jeûne intermittent, etc. Donc,
les choses sont souvent couplées. Et j'ai eu récemment une jeune fille qui était très restrictive avec un comportement alimentaire assez perturbé et qui m'a dit je me suis mise sur un site de yoga, etc. Je voulais refaire un petit peu de sport. Je lui avais dit qu'il ne fallait pas qu'elle en fasse trop. Eh bien, elle a tout de suite reçu comment perdre 2 kilos alors qu'elle est à un poids très bas. Donc, du coup, c'est ça qui est embêtant avec ces effets bulles et ces effets algorithmes. Bon, après, il y a les tutos, les marques qui viennent en fait et qui vous permettent, qui brouillent les pistes. Alors, là, on va arriver sur les histoires des filtres. Alors, j'avais cherché de savoir ce que ça voulait dire que du pipeau. Et en fait, c'est mentir pour plaire. Et en fait, les photos sont retouchées et que le soi-disant naturel que montrent toutes ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, c'est défini par c'est fait par des filtres. Et les jeunes filles ou les femmes, il y a une difficulté souvent à se montrer en photo sans passer par ces filtres. Et c'est ça qui est souvent mis en scène en ce moment. Alors là, on voit une photo avec un filtre et on voit la photo en réalité. Donc ça, c'est intéressant. Même si les jeunes, même si ces photos sont perçues comme étant fausses, ça n'empêche pas que les jeunes se comparent régulièrement à ces photos-là. Alors là, c'est pour ça, c'est une des choses que je dis de faire, c'est d'aller sur des sites comme Menteur, Menteuse qui vous montrent finalement la vraie photo et la photo photoshopée avec les filtres. Parce que c'est important, et on en reverra tout à l'heure, de montrer que la réalité n'est pas ce qui est montré sur Internet. En ce qui concerne le cyberharcèlement, il y a les deux sujets qui reviennent très souvent, c'est la grossophobie et le harcèlement autour de l'apparence du corps, qui peut être trop gros, trop maigre, trop musclé, etc. C'est vraiment très difficile à vivre pour les jeunes. Les garçons aussi, ils peuvent avoir des visions de corps différents, et on pourrait faire une conférence sur la silhouette masculine quand il y aura plus de sujets. Encore une fois, là. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Instagram? C'est que, et ce qui terrorise ces adolescents, c'est qu'ils ont une vie incroyable et pas eux. Donc ça, c'est ça la question centrale. Est-ce que cette histoire de comparaison sociale, comme on a vu, qui est un processus fondamental et commun à toute personne, on va utiliser sans cesse pour mieux se connaître, se positionner face aux autres, pas par pure curiosité, mais pour préserver ou améliorer sa confiance en soi. Le revers de la médaille, c'est quand il y a une mauvaise comparaison qui se met en route, qui entraîne une frustration, baisse de morale, et surtout ce que l'on sait, ce qui a été fait par des psychologues, c'est que le pouvoir de résister à ces comparaisons demande un effort constant et des ressources internes que parfois tous n'ont pas forcément acquis, et notamment les plus jeunes. Il va arriver une auto-objectivation, c'est confronté à ces normes, ces jeunes en auto-objectivation et ont peur de s'éloigner du modèle corporel normé, comme on l'a vu, et du coup l'impossibilité de partager une image avec des imperfections, d'où le rôle des filtres, des logiciels. Et aussi, il faut se présenter sous son meilleur jour, comme les influenceurs, le plus selfie possible. Est-ce que c'est risqué de faire des selfies, justement? Alors non, parce que dans les études, ils ont montré que plus les utilisateurs sont satisfaits de leur propre image, plus auront plus volontiers tendance à poster des photographies d'eux-mêmes. Par contre, si on a une insatisfaction corporelle déjà préexistante, l'inquiétude devient de plus en plus majorée. Et les selfies sont difficiles, c'est risqué. Le selfietisme, c'est des cas extrêmes qui se prennent en photo au moins 3 fois par jour sans les poster sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elles se prennent en photo mais elles n'arrivent pas à les poster. Des cas sévères qui font 3 selfies par jour et qui, eux, les partagent sur les réseaux sociaux. Et des cas chroniques qui ressentent un besoin incontrôlable de se prendre en photo n'importe quand et qui postent un minimum 6 photos par jour sur les réseaux sociaux.
Et on a fait aussi des études, ça c'est une autre étude, qui a montré 3 groupes d'étudiantes de 16-29 ans, avant et après, avec ou sans retouche. Après les selfies, on a une augmentation du score de dépression et d'anxiété sociale, une image de soi plus négative, l'impression de ne pas être attirante était pour la plupart renforcée après l'expérience, et chez celles qui n'avaient pas pu retoucher la photo, l'humeur était encore plus négative. Donc, vous voyez le rôle des filtres. Je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus, moins, pas tellement en France, mais aux États-Unis et en Asie, des chirurgiens esthétiques qui s'inquiètent de l'augmentation de l'envie de subir une chirurgie esthétique et pour se faire rehausser les pommettes, refaire le nez et se faire corriger la silhouette. Alors, il y a eu des études aussi sur les effets négatifs des réseaux sociaux. Donc, la comparaison entre les images de femmes provenant sur Instagram et des internautes entraîne un sentiment de jalousie, de mauvaise humeur, sentiment d'être mal à l'aise lorsqu'elles sont exposées à des photos des plus grandes stars d'Instagram. Plus le temps passé sur Instagram, plus il y a auto-objectivation médiée par l'internalisation de la beauté dite socialement idéale et la comparaison aux célébrités. Plus le temps passé sur Fitbit ou Sims, les sites dont je vous ai parlé, plus d'insatisfaction corporelle, plus de conduite d'investissement, plus de comparaison en général avec les sites. Les grands utilisateurs de Facebook et d'Instagram ont une insatisfaction corporelle plus élevée avec une prédiction à plus d'1 an après, c'est-à-dire quand on leur pose la question 1 an après, c'est de plus en plus important de désordre alimentaire. Encore plus de risques que chez les plus jeunes qui ont moins de 13 ans, c'est-à-dire plus les jeunes sont utilisatrices, elles ont des désordres alimentaires. Le temps passé sur Instagram ont plus d'auto-objectivisation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ça, je l'ai déjà dit. Il y a une question, je vous interromps juste un instant parce qu'il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que l'auto-objectivisation, pardon. L'auto-objectivisation, c'est-à-dire que très vite, par exemple, on prend la norme, c'est d'être mince. Si je ne suis pas mince, eh bien, je me auto-objectifie. Non, pardon, je vais reprendre un exemple à l'envers. L'auto-objectivation marche aussi dans le... Est-ce que je peux répondre après? Parce que sinon, après, je vais répondre, mais parce que ça me perturbe de ne pas aller dans mon sens et j'ai peur de ne pas pouvoir finir. Ok. Là, on voit que l'insatisfaction corporelle est de plus en plus importante, plus les sujets comparent leur apparence physique à celle d'images idéalisées. Donc, il y a une vraie... par contre, elle l'est moins si c'est les amis ou si c'est les gens du travail. Donc, vous voyez que c'est surtout quand on se compare à des célébrités ou à des influenceurs. Alors là, j'ai été perturbée, donc je vais essayer de reprendre le fil. On sait très bien que les pères, les parents, c'est largement documenté que la tyrannie de la minceur est la première injonction pour les filles, parfois très tôt, par les amis, par les parents, et maintenant, les médias et les réseaux sociaux sont maintenant mis au premier plan. Excusez-moi, mais j'ai du mal à reprendre quand on m'a coupé. Ce n'est pas l'utilisation des réseaux sociaux qui sont en cause, hein, c'est les pressions sociales vis-à-vis de l'idéal minceur qui impactent la satisfaction corporelle en fonction du degré de comparaison. Je vais aller un peu plus loin parce que... voilà. Alors, parce que là, excusez-moi, je vais aller un peu parce que je sens que je ne vais pas pouvoir vous parler de comment faire. Bon, ça, c'est la grossophobie, mais on pourra en reparler. Alors, comment aider Manon? Justement, on va aller à ça tout de suite. Il faut lui expliquer que l'idéal minceur est une injonction et non une obligation. Il faut lui expliquer le rôle négatif de l'influenceuse sur Manon via les réseaux sociaux et qui se répercute sur son moral et son humeur. En consultation, il a été nécessaire de reprendre les notions de nutrition adaptée parce qu'elle mangeait, comme disait l'influenceuse, et lui donner la possibilité de déconstruire les discours des réseaux sociaux et d'en prendre distance. Et bien sûr, une consultation de psychologue a été nécessaire pour elle. On peut aussi faire des petits tests que vous verrez éventuellement dans le bouquin pour les aider à voir l'importance des réseaux sociaux pour ces jeunes.
passer moins de temps sur les réseaux sociaux, être plus critique vis-à-vis des images, désactiver les notifications, ça c'est très très important. C'est la première chose que je dis aux jeunes de faire, de ne pas accepter une vidéo. Parce que quand on enlève les notifications, on est acteur et on va vers soi-même ce qu'on veut et on n'est pas agressé par le réseau social qui t'appelle ou le compte qui t'appelle. Ne pas accepter une vidéo recommandée et non choisie, être vigilant sur les algorithmes et les fébules, vérifier la source d'une information, arrêter de suivre les Instagrammeuses et les Instagrammeurs qui ne publient que des photos retouchées et plutôt aller sur des comptes dont on va parler tout de suite. C'est pour ça que je vais aller un peu plus vite. Parler des body positives. Alors, le body positive, c'est très important parce que ce sont des réseaux qui permettent d'apprécier son corps, d'aimer son corps au-delà des images corporelles idéalisées, conceptualiser l'idée de la beauté au sens large et pas forcément de la minceur, prendre soin de son corps, favoriser une positivité intérieure, se sentir belle à l'intérieur et se protéger de l'information. Il y a plein de maintenant, plein de stars. Il y a même Barbie. Et de plus en plus, il y a des contes parodiques aussi qui permettent un peu de désacraliser ces images de maigreur et de minceur trop graves. Et avec des journaux qui permettent à aider ces jeunes filles. Donc, il faut avoir des listes. C'est ça que je fais. Les contes parodiques, donc voilà, c'est ça, un conte parodique par exemple. Aussi, voilà, si je vous parlais de menteur-menteuse, donc ça c'est intéressant parce qu'on voit par exemple que, pour expliquer les filtres, que la barre là, elle est un peu tordue, donc il y a eu un filtre de ce côté. Là, on voit bien que le visage a été bien changé. Là, on voit, les garçons, on voit que la colonne, elle est modifiée. Là, on peut voir que les cheveux, ben, ce n'est pas les vrais cheveux. Là, on peut voir que la porte, elle est tordue. Ça, c'est un site qui est extra et en consultation, je m'en sers tout le temps. Là, on voit aussi que, on voit bien, là aussi, on voit que la porte, elle est tordue. Et là aussi, on voit bien que, on voit bien que l'horizon n'est plus droit. Alors, il n'y a pas, bon, il y a aussi des comptes qui montrent que la taille n'est pas obligée d'être fine quand on est une princesse. Donc voilà, donc, je vous en ai montré plein. Donc, c'est les listes que je donne souvent aux adolescentes pour aller voir. Alors, il y a aussi autre chose, c'est les body neutralité qui permettent, ce sont des comptes qui, l'acceptation du corps passerait par autre chose que par le corps, mais par un cheminement personnel. Hein, c'est des comptes qui sont plus intéressants, mais pour les ados. Mais ça sert à quoi? Alors, c'est ça la question que me posait tout à l'heure l'internaute, c'est que finalement, de montrer des images de mixité, de diversité des corps et des comportements permet d'augmenter la diversité visible. Et du coup, une personne ayant une image corporelle saine sera en mesure de valoriser son corps pour ce qu'il est capable d'accomplir et non seulement pour l'image qu'il reflète. Une perspective de santé, de bien-être plutôt que dans la perspective de contrôle de poids ou d'esthétisme. Et on voit par exemple, excusez-moi, il y a une étude qui a été faite en 2019 qui montre que finalement, l'humeur est meilleure après avoir vu des images de body positive et aussi que sur des sites où la minceur est très idéalisée. Donc là, il y a eu des études qui ont montré l'effet de l'exposition à ces sites de body positive. Alors là, je viens de lire récemment dans Le Monde la semaine dernière qu'il y a un site qui s'appelle Biréal qui demande de prendre la photo quand on est juste au moment où on est, sans faire
sans faire de retouches, etc. Donc ça, c'est apparemment très prisé et de plus en plus de personnes font ça, c'est-à-dire de prendre sa photo juste au moment où on est, qu'on soit dans le métro, sous sa douche ou très bien habillé et très bien coiffé. Voilà. Et puis, je vais peut-être terminer sur dire que la balance ne mesure jamais la santé. Hein. Le poids corporel est un déterminant de la santé, mais il n'est pas le seul. Hein. C'est l'ensemble des habitudes alimentaires. On peut très bien être en surpoids ou en sous-poids, mais aller très bien parce qu'on fait du sport, parce qu'on mange bien, parce qu'on a une alimentation saine. L'intelligence, hein, la balance, ça ne mesure pas du tout l'intelligence. Et on n'est pas moins lourd. Être moins lourd ne rend pas plus intelligent, ça se saurait. Et la beauté, la notion de beauté. Donc ça, c'est important aussi de montrer la diversité des corps pour que ça ne soit pas la minceur qui soit juste la beauté, la curiosité, l'avernement et l'estime de soi. En conclusion, pour nous, parents, professeurs, soignants, aidons les adolescents à critiquer les règles des magazines, des sites en distinguant la réalité de la fiction, en célébrant la diversité des corps et des comportements. Notre rôle est de les encourager à se distraire des pensées négatives liées à leur corps, à se recentrer sur des préoccupations qui n'ont rien à voir avec la silhouette afin d'améliorer leur confiance et l'estime de soi. La politique d'éducation aux médias dans les établissements scolaires avec les infirmières et les psychologues qui sont déjà mis en première ligne serait très, très importante. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir été pas trop longue et de ne pas vous avoir trop mis de notions difficiles à comprendre. C'est difficile d'être devant son ordinateur. Oui, ça, c'est un calvaire, je reconnais. C'est difficile de répéter, mais c'est difficile de répéter tout seul aussi. Et j'étais un peu trop longue. Et voilà, non, vous n'êtes pas trop longue. On est dans les temps. Il nous reste un petit quart d'heure pour quelques questions. Donc, il y a des questions sur le chat. D'ailleurs, des remerciements déjà en disant que c'était très intéressant et les nombreux exemples très, très parlants. La question l'observation qui vient souvent, c'est qu'effectivement, il y a une évolution un tout petit peu qui est en train de se passer, que de plus en plus de sites, etc., justement, encouragent cette diversité et que la tyrannie des modèles qui ont été ceux de... Il y a quelqu'un qui dit, nous, en tant qu'adultes, on a été élevés dans le culte de la minceur. Comment faire avec des adolescents maintenant alors que nous, on a été éduqués comme ça? Et en même temps, les choses sont en train de changer. Et quelqu'un disait, est-ce qu'on peut encourager nos élèves, en tant que profs, à aller sur les sites de Body Positive et toute la liste que vous nous avez donnée? Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Ce qui est important, c'est d'abord, je pense que notre rôle, ce n'est pas de dire que les réseaux sociaux, c'est mauvais. Ça, il faut leur dire qu'il faut peut-être que les accompagner. Il faut l'effet bulle et l'effet algorithme, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent que les influenceurs, pas les nano-influenceurs, pas les petits, mais ceux qui ont beaucoup, beaucoup et dont les marques se servent, il faut leur dire que c'est un vrai travail, qu'ils font ça vraiment, et d'ailleurs ils font ça à temps plein, c'est devenu un boulot, qu'ils aient 18 ans ou qu'ils aient 30 ans ou qu'ils aient 50 ans. Et en fait, qu'ils gagnent de l'argent comme ça, mais tant mieux pour eux, je ne suis pas contre qu'ils gagnent de l'argent, je sais juste que c'est aussi pour faire acheter, c'est aussi pour dire que si tu portes tel truc ou si tu es comme ci, comme ça c'est important. Et aussi, je voudrais aussi faire attention aux ceux qui disent qu'il faut faire du sport. C'est très bien de faire du sport, mais faites attention à ce qu'ils préconisent comme minceur et ce qu'ils préconisent comme régime, qui n'est parfois pas adapté aux adultes peut-être, mais à l'adolescence en pleine croissance. Qu'est-ce qui se passe? Une adolescente, je dis toujours que c'est grave de démarrer un régime à l'adolescence, quel que soit son poids de départ. Parce que quand on est en pleine croissance, on a faim. Et se priver de manger, ça veut dire qu'à table, on va moins manger peut-être derrière. Et là s'enclenchent des culpabilités, là s'enclenchent des difficultés. C'est ça qui est compliqué. Donc, il faut dire peut-être que les parents, les infirmiers, les médecins, etc., il faut qu'ils disent, OK, on va apprendre. Alors, dans le livre, j'explique un peu, mais ce n'est pas un livre de nutrition. Mais j'explique un peu que peut-être se recentrer sur ces signaux. J'ai très faim, je mange beaucoup. J'ai pas très faim, je mange moins. Essayer de manger avec son corps plutôt que manger avec sa tête et pas forcément aller chercher un idéal minceur. Alors, la question tout à l'heure, c'était, il y en a qui ne veulent pas être pesés, ne veulent pas travailler sur l'IMC, etc. C'est aussi un comportement de défense
et aussi un comportement d'acceptation de soi, c'est pas plus mal. Je pense qu'il faut peut-être essayer. Ce qui n'allait pas du tout, c'est de faire un IMC à un gamin de 5e ou de 4e, je ne sais plus quel âge il avait, et que le gamin, il a fait son IMC en classe. Ça ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas que tout le monde se compare. Il n'y a pas de comparaison possible avec ça. Il y a d'autres questions? Oui. Juste, Anne-Marie, pour aller dans ce sens-là, et d'abord aussi en remerciant le docteur Cassuto pour cette présentation. Et justement, et là encore, en le resynthétisant, on voit la nuance que vous y mettez, parce que c'est vrai que souvent, sur les réseaux sociaux, on a des discours qui sont très, très clivés, alors que là, voilà, on voit un discours qui nous apportait de la nuance, et puis aussi avec une profondeur historique. Je pense que c'était intéressant de rappeler à la fois la presse féminine, les corsets, Barbie, etc. Tout ça, c'est des choses qui datent des années 80, 70, 60, voire pour les corsets du 19e siècle. Donc, les corsets, c'est maintenant. c'est maintenant, mais ce n'est pas une invention nouvelle. C'est-à-dire que le fait de demander... C'est une invention nouvelle, mais c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pour avoir le corps sablié à la... Oui, le corps sablier et le corset, c'était aussi ce qui était demandé aux femmes au 19e siècle. Donc, c'est-à-dire on a mais ce retour est inquiétant quand même. Ces injonctions, elles ne sont pas nouvelles et elles ne datent pas des réseaux sociaux. En même temps, elles sont amplifiées par les réseaux sociaux. Et c'est ce que nous disent la plupart des sociologues qui travaillent sur Internet, c'est qu'en fait, il n'y a pas de coupure entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qui existe dans la vie réelle, entre guillemets, et que ces injonctions à la minceur, évidemment, elles existent aussi dans la cour de récréation, etc. Et aussi sur les réseaux sociaux, et vous le montrez très bien. Pour continuer juste la question, effectivement, sur ce que vous disiez sur le mouvement body positif, c'est intéressant pour le coup, je trouve, parce que c'est quelque chose il me semble que c'est quelque chose qui est propre aux réseaux sociaux, entre guillemets, c'est-à-dire que pour le coup, si on regardait la presse féminine des décennies antérieures, on avait quelque chose de très, très normé et où il n'y avait pas de place pour la différence, d'une certaine manière, alors que les réseaux sociaux, de par leur diversité, donnent aussi la possibilité de ces voix différentes et peut-être qu'ils peuvent être des points d'appui, comme vous le disiez, pour les éducateurs, si je vous comprends bien. C'est-à-dire, ça, pour moi, c'est intéressant aussi parce que d'avoir votre sentiment là-dessus. Ce qui est important dans le positif, c'est pas que dans les mouvements body positifs, c'est pas que les grosses, les minces, c'est aussi les handicapés, les roux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément, c'est la diversité des corps et on le dit bien dans le bouquin. Je m'excuse pour les garçons, je m'excuse pour les plus maigres parce qu'il y a d'autres choses à dire. J'ai pris l'angle de la minceur parce que c'est le plus parlant, mais oui, bien sûr, je pense que c'est important de plus la vision, comme je vous ai dit, c'est très passif, c'est assez passif. Quand on adopte une norme de façon passive. Comme on l'adopte de façon passive, s'il y a de plus en plus de diversité, d'images diversifiées, on va pouvoir choisir peut-être sa vision. Et c'est ça qui est important. Les sites de neutralité sont bien aussi. Neutralité beauté, peut-être ça veut dire que on peut appartenir à un groupe autrement que par son corps. On peut se sentir divers, mais autrement que par son corps. Dans le bouquin, on a essayé de trouver des héros, dont le poids... par exemple, il y a des héroïnes qui, quand elles changent quand elles deviennent minces ou quand elles deviennent grosses, dans certaines bandes dessinées, elles ont des pouvoirs, par exemple. Ça, c'est le poids qui fait les choses. Et on en a trouvé une qui s'appelle Face, où le poids, ce n'est pas un sujet. Elle est grosse, mais ce n'est pas un sujet. Vous voyez ce que je veux dire? On ne parle jamais de son poids. Ça, c'est intéressant. Elle est dans la salle d'attente, par exemple. Dans le bouquin, elle s'appelle Face. Je crois que je dois avoir une photo. Mais ça, c'est intéressant de montrer que elle est grosse, no way, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais ça peut aller pour n'importe quel problème de peau, de couleur de peau, d'orientation sexuelle, enfin n'importe quoi. Je veux dire, ça pourrait ne pas être un sujet. Ce n'est jamais, on ne parle jamais de son corps. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça pourrait être comme l'histoire de genré ou n'importe. Enfin, je veux dire, le problème, c'est que il ne faut pas que ça soit un sujet. Est-ce que vous pouvez retirer votre partage d'écran de façon à ce qu'on vous voit
Voilà, Ouais. comme ça. Parce qu'il y a une question qui dit que vous dédramatisez, et l'intéressant, c'est de savoir quel est l'impact que votre démarche, votre livre, vos équipes avaient dans les établissements scolaires. C'est-à-dire que Bon, vous… alors malheureusement, je n'y suis pas allée beaucoup parce que j'ai débuté ça avant le Covid et puis que là, j'ai eu, effectivement, avec le bouquin, pas mal de choses à faire. J'ai fait quelques conférences, il y a beaucoup de questions. Alors, la réserve citoyenne, on est appelé quand il y a un problème dans un collège. Donc ça, c'est intéressant. C'est souvent les collèges qui demandent parce qu'ils sentent qu'il y a un sujet. Et donc, du coup, c'est les sachants. On vient. Donc, bon, bien, je vais très vite remotiver cette initiative. En fait, on avait été, avant d'écrire le bouquin, j'avais fait plusieurs conférences sur ce sujet et les éditrices m'ont dit bah, ça serait bien qu'on aille dans une classe pour voir un peu ce qui se passe. Donc, il y a eu plein de questions. Et alors, comme d'habitude, c'est souvent dans les classes mixtes sur ce sujet, c'est les garçons qui posent des questions et ce n'est pas les filles. Les filles, elles sont dans leur coin et elles ne posent pas de questions. Et alors, justement, quand vous avez été dans le 19e parisien, quelles étaient les questions? Bon, un peu, les questions, ben, ils ne posent pas beaucoup de questions. Ils ont pas beaucoup posé de questions. On leur a posé des questions, mais ils n'ont, eux, pas posé de questions. On a essayé d'avancer un peu. C'est difficile en quatrième. C'était une classe de quatrième. Oui. C'était pas… D'eux-mêmes, ils ne posaient pas de questions. Ils ont pris comme un cours, quoi. Mais moi, je leur ai posé des questions. Et donc, leur crainte de leur image, ça ressortait entre eux. Comment ça se… Oui. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'était les garçons qui posaient des questions plus sur… Il y avait un petit garçon, justement, qui était intéressé, qui avait quand j'ai montré la photo de la mannequin et de la fille mince, cette photo que vous avez vue, la mannequin et la fille normale, avec les proportions des corps humains, et ben, il a dit, ben, moi, je préfère… Il a dit très fort, moi, je préfère la très mince. Et du coup, on a pu rediscuter de ça avec lui parce que tout le monde s'est retourné. Quand il a dit ça, tout le monde s'est retourné. Et en fait, il a dit, mais oui, mais c'est celle-là qui est la plus belle et tout ça. Donc, on a pu discuter sur la beauté. Voilà. C'était plus une discussion autour des photos. Il y a une question qui est posée, et qui rejoint plusieurs questions qui étaient posées, et finalement qui dit, bon, bah, vous dédramatisez, vous nous dites c'est normal à l'adolescence de se préoccuper de façon excessive de son apparence. Et donc, finalement, est-ce qu'il faut vraiment se dire que c'est un problème? Et ça rejoint une autre question qui était une question sur la question de la santé mentale, c'est-à-dire à partir de quand on doit se dire qu'il y a un problème? Quand est-ce qu'on doit se dire, bah, finalement, mon ado, l'ado que je vois, il est pas très content de son apparence, mais après tout, à cet âge-là, c'est normal. Et à partir de quel moment il faut se dire, non, là, il y a une préoccupation qui est excessive, il y a quelque chose de dangereux, et donc avec cet enjeu de santé mentale. Alors, comme toujours, c'est difficile à répondre de généralité. Voilà. Par contre, un adolescent, c'est un zappeur. Il zappe. Si on voit qu'il passe un coup, il ne mange plus, un coup, il mange beaucoup, un coup, il s'habille comme ça, etc. Si on voit que c'est qu'il se cherche. Après, ce qui est embêtant, c'est dès qu'il y a isolement social, renfermement sur soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ce qui s'est passé avec Manon. Et en fait, aussi, il y a aussi ce qu'on montre. Nous, on sait, nutritionnistes, que plus les mamans, plus les parents parlent de l'alimentation, avec à chaque fois, je ne devrais pas manger de chocolat parce que je vais grossir. C'est-à-dire que l'aliment est toujours relié à son poids et pas au bien-être et à l'alimentation en elle-même. Eh bien, les enfants, à bout d'un moment, les petites remarques, souvent les gamines qui viennent me voir, que je vois toute la journée, elles peuvent avoir elles ont eu des remarques de la grand-mère, les grand-mères qui ont juste de la grand-mère, du grand-père, alors que sa maman, elle fait toujours attention. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a une ambiance comme ça, et que quand l'adolescence, on le sait, et vous le savez, puisque vous êtes dans le domaine de l'éducation, à l'adolescence, il y a plein de questions, et son corps et l'environnement est très chamboulé. Si on peut arriver à maîtriser son corps, c'est bien. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que les troubles du comportement alimentaire arrivent, surtout que quand on se restreint, on a faim,
Donc, on mange d'un côté et on rate ce qu'on essaye. Donc, c'est pour ça que je dis, quand quelqu'un commence à parler de poids et de minceur, il faut rééquilibrer tranquille, mais surtout pas se mettre à un régime restrictif, mais surtout pas. Surtout pas. C'est presque une faute professionnelle, je dirais, de la part d'un médecin de donner un régime. Alors, évidemment, je ne parle pas des adolescents qui sont gravement en surpoids et qui sont en danger. Je ne parle pas de ça. Hein. Et qui, malgré tout, dont on voit la proportion augmenter fortement, c'est-à-dire que la proportion des enfants en situation d'obésité en France, en Europe, peut-être encore plus aux États-Unis, a augmenté de manière très forte ces dernières décennies, et aussi avec un enjeu de classe sociale très fort, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 4 fois plus de chances d'avoir un problème d'obésité quand on est dans un milieu ouvrier que dans le reste de la population, donc il y a aussi cet enjeu-là. C'est toute la difficulté du problème. Je fais une consultation d'obèses, d'adolescents obèses depuis des années, et je le sais. Je le sais, mais parfois, moi, ce sont des jeunes qui ont commencé, enfin, je ne parle pas des très grandes obésités, mais le léger surpoids, c'est parfois la complication d'un régime. C'est une complication d'un régime parce qu'il y a eu déstabilisation et par la valorisation de ça. Ou parce que... Alors, c'est pour ça que je vous ai montré les courbes au début, que quand on est un peu rond, qu'on est au-dessus, enfin, on est normal haut, je vais dire, eh ben, on est un normal haut. Mais vaut mieux rester normal haut que d'essayer de perdre du poids et de rebondir derrière. On le sait que l'effet yo-yo, ô combien j'ai des jeunes femmes qui viennent à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 25 ans, qui me disent, mais quand je regarde des photos de moi, je me trouvais grosse. C'est pour ça que je vous ai expliqué ce que c'était que l'avènement. Je me trouvais grosse et je ne l'étais pas finalement. J'ai fait un régime, j'ai perdu 10 kilos, 5 kilos, machin, et puis du coup, j'ai lâché. Alors avec tout ça, ça diminue l'estime de soi. C'est-à-dire qu'en fait, plus on rate, plus l'estime de soi baisse et plus on recommence. Et ça, elles le savent toutes. Et les hommes, c'est pareil. Hein. Les garçons, c'est de plus en plus. Hein. Là, je parle des filles parce que c'est évidemment 80% de ma clientèle, mais c'est quand même j'espère que ce livre, moi mon Graal, c'est que ce livre soit dans les feuilletés, dans les CDI et des choses comme ça. C'est difficile un adolescent, il achète rarement un bouquin, mais comme ça, sur ce thème. Entre parenthèses, la question était posée par certains de pouvoir réutiliser tous les visuels que vous avez montrés, les stats, etc. sont dans le livre pour la plupart. Donc je pense oui. Les tests, tout ça sont dans le livre. Et c'est vrai qu'on voit l'importance. J'ai mis tous les numéros verts, et ça c'est très important. Les numéros verts de Fil Santé Jeune, du réseau TCA, du harcèlement, etc. Ça c'est vraiment très très important qu'il y ait la possibilité de pouvoir aller dialoguer, parler et d'aller voir des professionnels. D'où l'importance en tout cas de ce type de discours, parce qu'on voit bien qu'effectivement, des ados, ils se posent des questions, donc ils cherchent des réponses. Si les réponses ne sont pas données par les adultes, ils vont aller les chercher sur les réseaux sociaux. Et d'où l'importance qu'il y ait un discours qui soit posé. Et c'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui, en tout cas dans le système scolaire français, hein, on sait qu'on est complètement sous-doté sur ces questions-là. Il y a très peu de discours qui sont posés sur ces questions-là. C'est censé être dans le programme, mais en règle générale, ce n'est pas fait. On pourrait dire la même chose sur d'autres sujets. Hein. Si on parlait des questions d'éducation à la sexualité, on retrouve les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours adulte qui est posé, d'aucune manière. Et donc, d'une certaine manière, les seules réponses que les ados vont trouver sont les réponses des réseaux sociaux. Donc, d'où l'importance de poser effectivement et d'apporter ces discours à la fois, comme vous le dites, hein, dans le cadre familial, peut-être en allant voir un nutritionniste, peut-être dans le cadre scolaire, etc. Après, les psychologues. Après, il y a des pédiatres qui ont des discours très normatifs. Hein. Je suis pédiatre de formation, donc je ne vais pas dire les pédiatres, c'est-à-dire que certains pédiatres vont… Des fois, quand j'interroge bien, c'est le mot d'un pédiatre. Attention, tu vas sortir de la courbe. Waouh, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terminé. Et parce que ça résonne sur « je ne vais pas bien », ça résonne sur « je ne vais pas bien », ça résonne sur « tiens, ma grand-mère m'a dit que j'avais… arrête pas de me dire que je suis trop… » Vous voyez ce que je veux dire? Et ça résonne en fait. Et il y a un truc qui fait que… Parce que elles font toutes des régimes, c'est ce que je vous ai dit. Elles font toutes des régimes en 6e, 5e, elles font toutes des régimes. Parce que c'est difficile de voir son corps changer. Mais il y en a celles qui arrêtent parce que c'est normal d'arrêter parce que ça va bien après, puis celles qui continuent et qui
qui ont un trouble du comportement alimentaire grave, de type anorexie peut-être, ou de type boulimique après, c'est plus tard. La boulimie, c'est un peu plus tard. Et après, il y a toutes les séries, alors là, on parle des réseaux sociaux, mais les séries où il y a toujours une fille qui se fait vomir, toujours une fille qui est au régime, toujours une fille qui est trop grosse. Enfin, les stéréotypes, ils sont partout. Hein. On a des questions aussi, et là encore dans les dernières questions, sur l'exposition des corps. Tout à l'heure, vous avez un peu parlé des selfies, et encore une fois, de manière assez nuancée, en disant voilà, que vous n'étiez pas nécessairement contre les selfies, etc. Malgré tout, bon, peut-être vous voudrez y revenir, mais on se dit que les selfies, et notamment la pratique de plus en plus des ados de s'envoyer des photos dénudées, etc., Ah oui. on sait les dangers que ça peut représenter. Et dans tous les collèges de France, aujourd'hui, on connaît ces problèmes hein, de photos dénudées d'élèves qui circulent et qu'on n'arrive plus à arrêter. Là, je pense que les discours, effectivement, vis-à-vis des ados, il faut vraiment… Autant… Et j'allais dans votre sens vraiment en disant on ne va pas couper les réseaux sociaux et il ne s'agit pas de dire aux jeunes d'arrêter de les utiliser parce que aussi c'est un peu illusoire, mais autant les décourager fortement de poster des photos d'eux-mêmes parce que les photos, on ne sait pas ce qu'elles deviennent ensuite et elles restent tout le temps et elles peuvent circuler, elles peuvent être transformées, etc. Et d'autant que là encore, on a des enquêtes qui nous montrent qu'il y a des grandes différences dans le fait de poster des selfies, et notamment des selfies dénudés, en fonction des classes sociales des jeunes, et qu'encore une fois, malheureusement, on sait que c'est très majoritairement les jeunes des classes sociales les plus défavorisées qui, en fait, ont le plus cette pratique. D'où le rôle de l'école. Hein. Encore une fois, on y revient sur ces questions. Mais je crois que c'est peut-être une volonté qui va se faire. Enfin, ça va peut-être se faire. Je pense qu'il y aura probablement des cours d'éducation aux réseaux sociaux dans les écoles. Enfin, j'espère. Enfin, de toute façon, là, dans le public de ce soir, il y avait visiblement pas mal de professeurs de SVT qui vont travailler ces questions-là avec les élèves et notamment sur comment gérer les réseaux sociaux, etc. Donc, les ressources qu'on a mis grâce à vous à disposition de tout le monde et ce qu'il y a dans votre livre, etc., pourront aider les… Ah, puis il y a des profs de SNT aussi. Oui, voilà. Le documentaire, il est vraiment génial, de Netflix, parce que c'est fait par des gens qui ont créé tous ces réseaux, en plus, des gens de la Silicon Valley. Et moi, en voyant ce film, j'ai enlevé toutes les notifications que j'avais sur Le Monde, Le Figaro, enfin, je sais pas quoi, les journaux et les autres trucs, la RATP, n'importe, voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est très important déjà d'être acteur et de ne pas recevoir tout le temps. Ça, déjà, ça libère un peu la tête. Et franchement, les gamines qui font les faits, il y en a plein, hein, qui m'écoutent parce qu'elles souffrent de ça, elles disent oh, mais je me suis sentie libérée. C'est vraiment important. Ça ne veut pas dire qu'elles n'y vont pas, c'est qu'elles n'ont pas les notifications. Ça, c'est la première chose à faire. Il y a quelqu'un qui a posé la question de dire on prend pas de. C'est pas parce qu'on prend pas de poids forcément parce qu'on mange plus. Ça, c'est vrai, effectivement, il y a des modifications du métabolisme quand on est stressé, quand on a des. Le poids, c'est pas fonctionnel, c'est pas linéaire. Je mange plus, je mange moins, je prends du poids, je perds du poids. C'est pas linéaire et c'est vrai. Et c'est ça toute la difficulté de mon travail, en tous les cas. Écoutez, il est 19h02, donc on est tout à fait dans les temps. Et je pense qu'on ne peut que vous remercier et de votre présentation et puis aussi de toutes les ressources que vous nous avez données en amont et du coup que tout le monde a sous la main pour pouvoir continuer à creuser la question et puis surtout avoir des outils pour travailler avec les élèves, avec ses propres enfants. Et tout le monde vous remercie. Si vous pouvez voir en même temps que nous, merci beaucoup. Merci. Je suis en train de regarder un petit peu les questions, mais voilà. Okay. Merci. Voilà. J'ai passé un peu vite certaines diapos parce que je sentais que j'allais pas. Voilà, mais peut-être que je m'adresserai à vous. Quelques-uns vont vous demander une ou deux diapositives de votre présentation pour usage scolaire. Je ne donnerai pas tout, mais je peux donner quelques petites choses. Voilà, donc je vous recontacterai au nom de certains qui vont m'écrire. Voilà. En tous les cas, vous pouvez donner mon mail s'il y a des gens qui veulent que je vienne dans leur classe. D'ailleurs, je peux le faire. Ah, d'accord. Alors, je vais le mettre cassuto.dominique @orange.fr. Voilà, c'est bon? Voilà, donc les gens peuvent vous écrire directement. Oui, bien sûr. Puisque vous avez autorisé à ce qu'on vous donne. Voilà.
Donc, en tout cas, il y a un CDI qui va tout de suite acheter votre ouvrage et le mettre à disposition des élèves. Ok. Voilà, et quelqu'un voudrait que vous veniez dédicacer votre livre dans ses classes. Oh, bah alors écoutez, merveilleux, très bien. Écoutez, vous Voilà. envoyez. Et en tout cas, on vous félicite pour le livre et d'avoir trouvé une illustratrice aussi, aussi sympa. Titi Pex, elle est super. Voilà. Ouais. Et puis, c'est plein de petites citations. Jane Taylor, elle est prof à Barcelone. Oui. Elle est française, mais elle est prof à Barcelone de dessin dans une classe d'enfants, Ouais. dans une école d'enfants. Voilà. Voilà, mais c'est très sympa les différents. Puis les témoignages, les phrases d'enfants. Je veux une silhouette en sablier comme les sœurs Kardashian. À 15 ans, Sarah. Voilà. Donc, on retrouve nos élèves. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et à une autre fois. Et Merci. à tout le monde, à bientôt. Merci, monsieur. Au revoir, Laurent. Bonsoir.